Pardon. Pardon. Vous venez pour l'entretien? Oui, tout à fait. Vous en sortez? Oui, bon, ça va, ils sont plutôt gentils, ils ont plein de questions, alors il faut être bien préparé quand même. Ouais, mais ça va, je me suis bien préparé. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bien, enchanté. Enchanté, Maxime. Alors déjà, merci d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement. Comme vous le savez, on cherche à structurer notre équipe de recrutement pour rendre le recrutement plus inclusif. Et aujourd'hui, si on vous a fait venir, parce qu'on a besoin que vous nous prouviez une chose, c'est comment on peut rendre notre recrutement plus inclusif sans réduire les délais ou baisser dans la qualité. Donc c'est ça que vous allez devoir nous prouver. Donc je vais commencer par quelques questions, notamment déjà, quand on parle de recrutement inclusif, qu'est-ce que c'est ? Souvent, on a tendance à réduire le recrutement inclusif uniquement à la politique handicap de l'entreprise, quand on parle d'inclusion, et on se dit, bah, tiens, c'est tout le champ du handicap. En réalité, le recrutement inclusif, ça va couvrir toute une catégorie de personnes différentes, qui peuvent être aussi bien des jeunes sans qualification, des seniors, effectivement, des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais aussi, ça peut être comment est-ce qu'on améliore l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Donc c'est une diversité de personnes. Et cette diversité de personnes, souvent, on va se dire je ne vois pas le spectre de la diversité de personnes parce que je me concentre sur une seule catégorie et cette catégorie me fait peur, donc j'y vais pas. Alors en parlant d'une catégorie par hasard, si on parle des seniors, pourquoi aujourd'hui ils sont encore pénalisés en entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pénalisation? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent pénaliser les seniors dans l'entreprise. Un des facteurs, c'est le coût du senior, puisque le senior a de l'expérience par définition, puisqu'il a une carrière professionnelle derrière lui, même s'il lui en reste souvent un tiers, puisqu'à 50 ans, il reste encore un tiers de sa carrière professionnelle devant soi. Donc ça fait un coût supplémentaire pour l'entreprise, et dans une période de réduction des coûts justement, l'entreprise peut faire le choix de se dire je vais aller chercher plutôt un junior qu'un senior. Deuxième élément, c'est qu'on a des personnes qui, parfois, ont fait une carrière assez longue au sein d'une seule entreprise, ou de plusieurs entreprises, un modèle qui tend à disparaître, mais qui existait pas mal jusqu'à présent, et qui ne sont plus forcément adaptés au code de la recherche d'emploi, ou qui ont du mal à revenir, du coup, dans ce circuit de la recherche d'emploi. Et puis enfin, le dernier élément, c'est bien sûr tout un tas de préjugés que peuvent avoir des recruteurs, des managers, de futurs collègues sur des personnes de plus de 50 ans, un des plus répandus étant l'appréhension de l'informatique. Qu'est-ce qui bloque, qui bloque plutôt, justement, c'est plutôt le recruteur, plutôt les managers ou c'est même la culture d'entreprise en général qui est un peu le point bloquant justement là-dessus? Moi, je dirais que depuis quelques années, on a de plus en plus de RH qui veulent mettre en place des politiques de recrutement inclusif, qui essayent de mettre en place des choses, de travailler avec leur comité de direction, de travailler avec leur manager pour avancer sur le recrutement. Donc, je ne dirais pas que c'est du côté des RH que ça bloque. Par contre, côté manager, là, on a encore du travail à faire en termes de sensibilisation. Et puis, il y a un angle mort dans la politique de recrutement des seniors dans les entreprises souvent, c'est les collaborateurs. Parce qu'on peut avoir le RH qui est parfaitement prêt à recruter des publics seniors. On peut avoir des managers qui veulent bien jouer le jeu, aller sur ce recrutement-là. Et de futurs collègues qui, dès le premier jour, viennent détruire toute la politique avec des blagues sur l'âge de la nouvelle recrue ou une appréhension dans le mode de travail avec elle. Et alors du coup, si ça bloque, donc ça peut être au premier jour, mais où est-ce que ça bloque le plus souvent dans le processus de recrutement? Est-ce que ça va même jusqu'au fait que les seniors ne postulent plus par crainte de ce genre de choses? Non, on a un gros taux de candidature pour les demandeurs d'emploi seniors, comparativement par exemple à des jeunes qui peuvent abandonner sur leur parcours de candidature. Côté senior, en termes de candidature, ils s'accrochent plutôt. Là où ça bloque, c'est auprès des managers la plupart du temps. Pourquoi? Alors vous allez me dire, je viens de dire que c'est pas côté manager que ça bloque le plus. Pourquoi? Parce que on a des managers qui se disent, si j'intègre cette personne dans mon équipe, en fait, avec l'équipe, j'ai un peu peur, la connaissant, que ça bloque. Donc je vais pas prendre le risque, je vais me mettre en danger en tant que manager et je vais plutôt faire un choix plus simple
pour moi en tant que manager de l'équipe et aller recruter un jeune ou quelqu'un qui correspond un peu à l'image de l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Alors justement, le fit avec l'équipe, est-ce que c'est pas une excuse pour ne pas recruter certains profils, notamment seniors, et à quel moment elle est utilisée pour, on va dire, s'opposer à un recrutement dans une équipe? Si, c'est une excuse, puisque du coup, ce fit, quand on dit juste le fit, c'est pas une compétence, c'est pas quelque chose qu'on va évaluer en matière de recrutement pour prendre une décision. Pour autant, c'est une excuse qui sort assez souvent. Pour autant, le fait d'évacuer une candidature senior dans l'entreprise, ça peut venir à plusieurs moments. Ça peut venir au moment du tri des CV par les RH, même si j'ai dit que ce n'était pas là où je pense que ça se fait le plus. Ça peut venir au moment de la proposition des profils à recevoir par le manager, du coup. Et puis, effectivement, ça peut sortir comme excuse au moment où le manager doit faire un choix, si, par exemple, le RH ou le recruteur l'a amené à recevoir malgré tout des candidatures de personnes qui sont un peu plus âgées pour un poste, en disant bah ouais non je vais plutôt prendre telle personne parce que tu comprends dans l'équipe ça a mieux fonctionné, je connais mon équipe, toi tu la connais moins, etc. Donc effectivement ça peut ressortir à plusieurs moments. Alors justement, pour passer au-delà de ces appréhensions, si vous deviez expliquer à une équipe ce qu'elle rate en mettant peut-être de côté des profils seniors, qu'est-ce que vous diriez? Déjà, je dirais qu'elle se prive d'à peu près 25% du vivier de candidats disponibles sur le marché, parce que on a beaucoup d'entreprises qui peuvent dire qu'il y a une pénurie de candidats. Pour le coup, il y a aussi parfois une pénurie de candidatures, parce qu'on élimine toute une partie du vivier. Et donc, les 25% de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, si on s'en prive, on recrute que sur 75%. Donc déjà, une question de vivier de candidats. Deuxième question, deuxième point sur lequel on peut insister, c'est sur la transmission intergénérationnelle, mais la transmission intergénérationnelle à double sens. Moi, je crois assez peu au fait que quand dans une entreprise on dit il faut transmettre les savoirs et avoir des salariés expérimentés qui transmettent aux jeunes, ça fonctionne aujourd'hui parce qu'une des attentes des jeunes, ça va être aussi d'être reconnus pour ce qu'ils savent faire, leurs compétences, leurs qualités, etc. Et donc, c'est un bon moyen de travailler la transmission intergénérationnelle à double sens, de pouvoir travailler aussi bien sur la fidélisation des jeunes que des seniors. Et après, la meilleure chose à faire pour une entreprise, c'est pas d'attendre d'être dans un process de recrutement pour travailler sa politique d'emploi des seniors. Ça peut être typiquement repérer des managers qui vont utiliser cette excuse du fit et venir leur proposer de participer à des actions du type des simulations d'entretien d'embauche avec un public éloigné de l'emploi. Donc ils vont donner 1 ou 2 heures de leur temps pour faire passer une simulation d'entretien d'embauche et comme par hasard, vous serez arrangé pour que ce soit des seniors du coup qui passent cette simulation d'entretien-là. Ouais. Alors, est-ce que le fait de rendre le recrutement plus inclusif va rallonger le processus de recrutement ou pas? Et sinon, pourquoi? Donc je vais passer tout de suite à pourquoi. Non, ça ne va pas le rallonger parce qu'en fait, vous n'ajoutez rien dans votre process de recrutement. Vous faites le même process de recrutement, juste vous éliminez auparavant toute la partie préjugés, biais cognitifs, etc. Là où ça va le rallonger, votre processus, c'est si vous vous dites, tiens, là, j'ai un poste, je lance mon recrutement et je vais travailler mon recrutement inclusif en plein parcours, en plein process de recrutement. Parce que là, vous allez avoir plein de freins qui vont ressurgir, vous n'aurez pas travaillé en amont, et donc de facto, ça vous allongera votre process parce que vous allez faire des allers-retours avec le manager, etc., etc. Si vous anticipez que vous travaillez en amont du coup de votre recrutement, donc pas un recrutement inclusif en disant celui-là il va être inclusif de recrutement et puis celui-là non, je ne vois pas trop d'entreprises qui fonctionnent comme ça, et que vous dites comment est-ce qu'on les rend au global plus inclusifs, que vous sensibilisez vos managers, que vous les amenez à anticiper le fait que dans leur prochain process, ils n'auront pas un clone de la personne qu'ils ont, enfin des personnes qu'ils ont dans leurs équipes, à ce moment-là, ça ne va pas le rallonger. Donc, cette formation en amont, est-ce que vous avez des exemples concrets de choses qui ont pu être faites à certains endroits et qui ont derrière eu des objectifs ou des mesures chiffrées?
Globalement, il y a 2 formats qui, fonctionnent, pas mal du coup. C'est, d'un côté de pouvoir, amener, un plan d'action du coup, de sensibilisation auprès, du management et en disant: «C'est pas, juste quelques managers que je vais cibler et c'est une politique d'entreprise où tous les managers vont passer par un parcours de sensibilisation sur, plutôt les préjugés et les biais cognitifs que le recrutement inclusif». Pourquoi? Parce que c'est assez simple de faire comprendre à un manager que tout le monde a des biais cognitifs et que c'est pas possible de se dire bah moi je recrute sans avoir aucun biais cognitif enfin je suis neutre par rapport à ça. Et donc ça permet de créer de la prise de conscience du coup. Et cette prise de conscience, elle permet ensuite d'augmenter le niveau de dialogue entre les équipes RH, les recruteurs et les managers ensuite. Le deuxième élément, c'est de pouvoir travailler sur non pas des rôles modèles côté salarié que vous allez pouvoir mettre en avant en disant nous c'est super, on a embauché un senior dans notre entreprise, c'est génial, mais plutôt de dire travailler sur des ambassadeurs managers, c'est-à-dire prendre dans les managers que vous aurez sensibilisés ceux qui étaient le plus sensibles à la thématique et en faire des ambassadeurs sur vos prochains recrutements. Puisque du coup ça va permettre d'irriguer dans votre entreprise en ayant des exemples, mais non pas des exemples de la personne que vous avez recrutée, mais des exemples de pairs, du coup, de managers qui sont allés au bout d'un recrutement plus inclusif, du coup, d'ailleurs, sur l'axe senior ou sur un autre axe, et qui permettent comme ça d'augmenter, du coup, l'inclusion à travers les process de recrutement. Moi, je me pose, la question de l'intelligence artificielle dans tout ça parce que, surtout sur la première phase, en fait, où on va recevoir, pas mal de candidatures, il va falloir faire de la présélection des candidats. Justement, d'avoir une lecture, sans biais, où on va vraiment avoir une lecture factuelle, en fait, du CV, où, il y a des éléments comme le genre, l'âge, la photo, le nom, le prénom, tous ces éléments sont, supprimés pour avoir cette lecture factuelle. Finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas positive dans le traitement des candidatures et elle est plus, voilà, factuelle qu'une lecture par un recruteur. Mmh. Sur l'étape traiter CV, ça peut être le cas à une condition, c'est qu'on s'assure que le modèle d'entraînement de l'intelligence artificielle ne reproduit pas des biais cognitifs dans la sélection. À cette condition-là, effectivement, ça peut permettre d'amener plus d'inclusion du coup et d'aller chercher plutôt des compétences transférables d'un métier à un autre et d'ouvrir le champ des possibles. Super. Maxime, merci pour votre temps. Merci à vous. On reviendra très vite vers vous pour vous annoncer la suite du processus. Puis on vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Bonne journée.